Ça y est? C'est le dernier? Ouais. L'envie. Tu as la lampe? Ouais. Bon ben, j'y vais. Générique. Salut à tous, est-ce que vous connaissez le Seigneur des Anneaux? Autant on a parlé de certains bouquins dont l'histoire de leur création pouvait être un peu plus obscure, autant depuis une vingtaine d'années, il est difficile de passer à côté de l'œuvre de John Ronald Reuel Tolkien, tant les deux trilogies de films sur son univers ont eu du succès sur grand écran. Et avant ça, il était déjà connu pour les 10 romans, à un tel point qu'on parle souvent de lui comme étant le créateur de la fantasy. Alors que c'est pas forcément exact. Parce que la fantasy, elle ne date pas d'hier. Alors, techniquement Tolkien non plus. Oui, non, c'est pas le propos. Pour parler de l'origine de la fantasy, on va devoir retourner à l'origine de ce qui a fortement inspiré le genre, à savoir simplement les mythes et les légendes. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus fantasy qu'un mec qui met 10 ans à rentrer chez lui suite à une malédiction divine parce qu'il a rendu un cyclope borgne? Je m'en serais douté. Il en ira de même par la suite pour les sagas nordiques, les contes orientaux, coucou les 1001 nuits, la légende arthurienne ou encore l'histoire du sage et son voyage vers l'ouest. Bref, à partir du moment où un élément surnaturel vient mettre son grain de sable dans une histoire, on est dans de la fantaisie. Sauf qu'à l'époque, il était assez difficile de parler de fantaisie, puisqu'il s'inscrit beaucoup plus dans un contexte historique. Enfin, historique de l'époque. Ce que je veux dire, c'est que pour les Grecs de l'Antiquité, la guerre de Troie, c'est un fait historique, pas une fiction. Donc on va plutôt parler de précurseur de la fantasy. Ce qui fait que la fantasy, elle va surtout voir le jour officiellement durant le 19e siècle, avec George MacDonald qui signe Fantastre, un livre nous parlant du jeune Anodos transporté dans le monde de Fairyland, où il cherchera la fille de ses rêves, la statue de marbre de Pygmalion, le tout en étant aidé par le seigneur Perceval. D'accord, c'est chaud quand même. Oui, la fantasy c'est comme la mythologie, ce qui compte c'est de recycler. Une histoire qui finira par inspirer C.S. Lewis, l'auteur de Narnia, et notre cher J.R.R. Tolkien. On va pas faire plus historique du fantastique parce qu'on en aurait pour des heures, mais on peut citer Wagner qui, 10 ans plus tard, nous sortira son anneau de Nibelung, se basant sur la mythologie germanique et nordique. Aux États-Unis, ce sont les revues Pulp qui vont s'essayer au genre avec le magazine Weird Tales, qui publiera les œuvres d'un certain Howard Philip Lovecraft et celles d'un certain Robert Erwin Howard. Qu'est-ce que tu as dit? Donc autant dire que lorsque Tolkien sortira son Hobbit de son trou, la fantasy elle aura déjà fait un petit bout de chemin. On peut quand même dire que c'est lui qui a inventé la high fantasy. Alors oui, parce que la fantasy est un genre un peu fourre-tout, il y a plein de sous-genres qui en ont découlé. Conan le barbare c'est de l'heroic fantasy, l'appel de Cthulhu c'est de la dark fantasy, tout du moins ce qui servira de base pour la dark fantasy, et Tolkien c'est de la high fantasy, qui se différencie principalement de la low fantasy. Pour la faire courte, la high fantasy, c'est quand ça se passe dans un autre monde, la low fantasy, c'est quand ça se passe dans notre monde. Comme Harry Potter, par exemple. Étrange. Vraiment très étrange. Sauf que la high fantasy, ça vient pas non plus de Tolkien, mais de William Morris, un type dont j'en suis sûr vous avez très peu entendu parler. Et pour cause, il n'est pas vraiment resté dans la postérité, maintenant il est plus connu pour être celui qui a inspiré J.R.R. Tolkien. Puisqu'on retrouve dans ses œuvres un roi nommé Gandalf et un cheval blanc nommé Silverfax. L'important, c'est de recycler. Avant de parler de Gollum, on va devoir parler de ce qu'il est. Et pour parler de ce qu'il est, on va devoir parler de c'est quoi ce qu'il est. Ok, là tu m'as perdu. Je vais expliquer, tu vas comprendre. Gollum c'est un forteau, ça s'écrit comme ça. Et les forteaux, ce sont des hobbits. Donc, on va parler des hobbits. Les hobbits sont une race connue comme étant les demi-hommes de la Terre du Milieu. Oui, je m'excuse envers toute personne qui ne serait pas familier avec l'univers. Vous allez vous bouffer des noms de races, de clans, de régions, de pays, de villes, tous aussi exotiques qu'impossibles à retenir. Donc je vais essayer d'être le plus compréhensible possible. Dites-vous juste que c'est comme ça. La Terre du Milieu, c'est une des régions d'Arda, à savoir la planète sur laquelle se passent les aventures des hobbits, des nains, des elfes et de toute autre créature présente sur cette terre. Donc Arda, Terre du Milieu, vallée de l'Anduin. Parce que c'est là la seule indication que l'on a sur la race des Halflings. Ah oui, parce que non seulement ils ont des noms chelous, mais en plus ils ont plusieurs noms chelous différents. Halfling, Hobbit, c'est la même chose. J'en étais où?
Ah, la seule chose qu'on savait sur eux. Ah oui, la seule chose que l'on sait sur eux, c'est qu'ils viennent de cette région. Et à cette époque, il existait 3 races de hobbits. Les Forteaux, que l'on a déjà mentionnés, les Pieds Velus et les Peaux Blêmes. Dites-vous que quand vous voyez un hobbit, il vient forcément d'une de ces 3 familles. Les Pieds Velus sont, comme leur nom l'indique, les hobbits avec les pieds velus. Alors, à l'heure actuelle, c'est commun à tous les hobbits, mais à l'origine, c'était la seule branche possédant cette caractéristique. C'est aussi la plus grande portion de la population halfling, et connue pour avoir longuement traité avec les nains, vivant eux aussi dans les montagnes. Oh, jeune coquin! Les Peaux Blêmes, en revanche, étaient connus pour être beaucoup plus minces, beaucoup plus grands, et surtout, la peau beaucoup plus pâle. Non, mais parfois on invente des noms compliqués, et parfois ça décrit très bien les personnes. C'est comme si on disait que Dwayne Johnson, il est de la race des très musculeux. Cette branche était bien plus proche de la nature et des forêts, ce qui a eu pour effet de les lier aux elfes. Pourquoi cela ne me surprend-il pas? À un moment donné, pour des raisons purement inconnues, ces 2 branches hobbits ont décidé de foutre le camp. Dans un premier temps, les Pieds Velus, qui ont traversé les montagnes jusqu'à Faucombe, cité des elfes, ce qui a dû fortement poser problème dans leur relation avec les nains, vu comment les 2 peuples ne s'apprécient pas. Et c'est quoi cette horrible créature? Un gobelin mutant? C'est mon jeune garçon, Gimli. Les Peaux Blêmes, eux, partirent quelques temps plus tard pour aller se poster du côté d'Ankmar. C'est un coin où c'était chouette à ce temps-là, et puis après c'est vachement parti en sucette. Sans doute le seul endroit où on peut littéralement dire c'était mieux avant. Donc, une fois la sucette partie, les Peaux Blêmes ont décidé de rejoindre la ville de Brie, où se trouvaient les Pieds Velus, qui eux avaient quitté Faucombe pour je sais pas quelle raison. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, la petite ville de Brie, elle était majoritairement hobbit. Nous sommes toujours fiers de satisfaire les petites gens, monsieur. Et à ce moment, ce sont les Peaux Blêmes qui dirigent les autres, ce qui changera quelques siècles plus tard, lorsque tout ce petit monde s'expatriera une fois de plus vers la comté. Et si ça vous intéresse, Frodon est un mixte des deux, Sam est un pied velu, Merry et Pippa sont des Peaux Blêmes. Très réussi. C'est bien intéressant tout ça, mais quid des Forteaux dans cette histoire? Alors, les Forteaux, eux, ils sont restés plus longtemps dans les vallées de l'Anduin. C'est d'ailleurs, à l'inverse des 2 autres branches, un peuple riverain. Dans le sens, ils vivent à côté d'une rivière. Leur autre caractéristique principale, c'est qu'ils étaient plus costauds que leurs homologues velus ou blêmes, ce qui fait qu'il était bien plus aisé de les confondre avec des humains de petite taille. Et justement, c'est avec les humains qu'ils entretenaient leurs relations, bouclant ainsi la boucle et faisant des hobbits les alliés des 3 races principales. Une autre caractéristique qui les différencie de leurs cousins, c'est qu'ils sont la seule branche à ne pas être imberbe. Ainsi, si vous voyez un hobbit avec une barbe, c'est forcément un Forteau. Enfin, je dis ça, mais il y a peu de chances que ça arrive, vu que dans la vraie vie, un hobbit, ça n'existe pas. Quand ils finirent par quitter la vallée, ils partirent en direction du sud, sans doute pour ne pas empiéter sur les 2 autres branches, et s'arrêtèrent au Marais des Cygnes, où ils débutèrent des relations avec les Dunlandais. Pour la faire simple, pas la race des humains les plus sympathiques. C'est eux, là. Nous mourrons pour Saruman. Autant dire que les hobbits avaient le défunt pour s'installer précisément aux pires endroits possibles. Dans leur cas, ça va relativement bien se passer, les Dunlandais n'hésitant pas à commercer avec eux. Ils iront même jusqu'à emprunter certains de leurs mots pour les incorporer à la langue hobbit, les amenant jusqu'à la comté. Parce que lorsqu'Angmar va commencer à faire des siennes, les Forteaux vont se séparer en 2 nouvelles branches. Les premiers allant rejoindre leurs cousins à Brie avant le départ pour leur dernière demeure, et les autres préférant de loin repartir là d'où ils venaient. Alors, pas exactement là d'où ils venaient, puisqu'ils se sont arrêtés sur les rives des champs d'Iris, un affluent de l'Anduin, là où, il y a 3000 ans, est mort Isildur, plongeant dans les eaux de la rivière avec un célèbre anneau. Maintenant qu'on a survolé le passé des Hobbits, on va pouvoir s'intéresser à celui qui est le plus important d'entre eux, Trahald. C'est qui ça, Trahald? On a plus vite l'habitude de l'appeler Sméagol, mais en vérité ce nom c'est la traduction dans un autre langage, à savoir celui des humains. Son vrai nom, historique, qu'on lui connaît dans sa patrie Hobbit, c'est Trahald, qui signifie en réalité fouisseur, celui qui creuse des trous. Rapport à cette fascination des Hobbits à vivre dans des petites maisons souterraines qu'on appelle des smials. Pour changer, le passé de Trahald, il est assez obscur. On ne sait pas grand-chose sur sa vie, si ce n'est qu'il serait orphelin et qu'il aurait grandi dans la maison de la matriarche du village, qui va lui servir de substitut de grand-mère. Son enfance, il la passe en ayant plusieurs passions. Écouter des contes de régions étrangères, pêcher, voler des œufs, on juge pas, et résoudre des énigmes. Qu'est-ce qu'il y a
personne ne voit. Sachant que ces énigmes n'ont pas forcément pour but de vous rendre très bon à Professeur Layton, c'est aussi un moyen de résoudre les conflits. En gros, pour avoir raison, il suffit de prouver qu'on est plus intelligent que son adversaire. Je suis sûr qu'il ne doit y avoir aucune bavure judiciaire avec ce système. Il y a également de fortes chances pour que la matriarche ait la fâcheuse tendance à récupérer tous les adolescents qui traînaient, puisque sa maison accueillait un autre jeune hobbit, Nahald, ou pour ceux qui sont un peu plus familiers avec l'univers, Déagold, qui est parfois représenté comme étant le cousin de Tahald, mais c'est plus un cousin adoptif qu'un véritable cousin. Et on sait pas grand chose de plus sur le personnage, si ce n'est que les deux avaient l'habitude de faire les 400 coups. Toujours est-il que, pour l'anniversaire de ses 33 ans, Tahald fut invité à une partie de pêche par son cousin. Ou, pour être vraiment exact, Nahald pêchait pendant que Tahald creusait des trous sur la berge. Une façon très particulière de faire une fête d'anniversaire. Et d'ailleurs, ça va mal se passer pour l'hôte de cérémonie, puisqu'un poisson bien trop gros pour sa ligne va le faire choir de sa barque. Ça valait le coup de faire le malin, donc Nahald tombe à l'eau et meurt. Fin. Non, je déconne, il est sauvé par son ami. Non sans avoir trouvé au fond de l'eau un anneau, le fameux anneau unique abandonné par Isildur lors de sa mort. Ce qui veut dire que les gars qui ont buté le roi n'ont pas pensé à ramasser l'anneau, qui est pourtant au centre de toutes les convoitises. Ah bah c'est pas des flèches, hein. Et vu que c'est l'anniversaire de son cousin, ce dernier lui demande de lui offrir un cadeau, ce que Nahald refuse parce que déjà, c'est lui qui l'a trouvé, et de deux, il lui a déjà donné son cadeau. Et c'est quoi son cadeau? C'est jamais précisé, mais visiblement moins intéressant qu'un anneau. Et suite à ce refus, Tahald va faire ce que tout enfant hystérique fait dans ce genre de situation. Tuer son cousin. Et ce coup-ci, je déconne même pas. Faut pas faire ça les gens, c'est pas bien. Et c'est ainsi que Tahald entra en possession de l'anneau qui allait changer sa vie, et en découvrant son pouvoir principal, se rendre invisible. Et il va s'en servir pour voler et écouter aux portes, ce qui va légèrement agacer les habitants du village, qui vont le bannir prestement. Enfin prestement au bout de 7 ans quand même. Et Nahald, il est devenu quoi? Ben, il a caché le corps. Je veux dire, personne ne s'est étonné de sa disparition. Pas trop, non, ils l'ont peut-être pas remarqué. En 7 ans, après ça, il va se rendre dans les monts brumeux, à savoir la montagne où vivaient les pieds velus, où il va attendre bien sagement pendant... Oula, pendant longtemps. On va pas se lancer dans les dates, mais on parle de siècles. Au pluriel. Une période durant laquelle les Forteaux ont quitté la rivière à leur tour, laissant Gollum tout seul. Oui, parce qu'entre-temps, il a changé de nom, passant de Tahald Smeagol à Gollum, suivant le bruit de déglutition qu'il faisait. Et moi non plus, je sais pas à quel moment on fait ce bruit quand on déglutit. Durant toutes ces années, Gollum devient extrêmement dépendant à l'anneau, le portant pendant une bonne partie du temps, avant de juste le laisser sur son île. Parce que, faut pas croire, Gollum il s'est fait un joli petit coin de paradis. Une île au milieu d'un lac souterrain rempli d'assez de poissons pour ne pas mourir de faim. Que nous voulons, c'est du poisson, fort bien goûteux. Ses seules autres activités étant simplement d'aller emmerder les gobelins qui vivaient à l'étage en leur faisant des blagues à base de se rendre invisible et les tuer. Bon mais, il s'est pas s'agir avec l'âge. Et c'est malheureusement lors d'une de ses escapades qu'il va perdre son anneau sans s'en rendre compte. Bon, bah j'ai dû les laisser tomber sans m'en rendre compte. Sans t'en rendre compte. Mais le gars, il est pas censé être obsédé par l'anneau. Il aurait dû rapidement se rendre compte qu'il l'avait perdu. Visiblement, non. Et l'anneau tomba entre les mains de la créature la plus improbable qui soit, un hobbit. Alors qu'en réalité, ça fait le 3e à l'avoir. Toujours persuadé que son anneau se trouvait bien à l'abri sur son île, Gollum proposa à l'étranger tombé dans sa grotte un jeu d'énigmes avec l'envie secrète de le tuer une fois devenu invisible. Ce qui va bien entendu être un échec, parce que déjà, il a plus l'anneau, et deuxièmement, Bilbon, c'est le nom du hobbit, bah il va gagner le jeu d'énigmes. Ma question, qu'est-ce que j'ai dans ma poche? Et devant cette perte, Gollum décida de partir à la poursuite de l'infâme voleur 3 ans plus tard. Autant dire que les chances de le retrouver étaient relativement maigres. Ça, c'est parce qu'il est à moitié chat de chasse du côté de sa mère. Mais notre ancien hobbit n'est pas pour autant dénué de ressources, échappant à la vigilance des gardes de Gandalf, le grand magicien de l'histoire là, chargé de surveiller ses allées et venues. Et à partir de là, vous n'êtes pas prêt pour le voyage qu'entreprend la créature. Je pars pour une aventure. Dans un premier temps, il va passer 7 années pour faire le voyage jusqu'au village de Dale. À titre de comparaison, la bande de nains qui accompagnait le hobbit, ça leur a pris une grosse semaine.
Il est aussi à moitié escargot du côté de son oncle par alliance. Et de ce qu'on en sait, il a simplement dû traverser la forêt noire, donc pas d'arrêt chez les elfes par exemple. Bref, comme le dit l'expression, tout vient à point à qui sait ménager sa monture. Donc, arrivé dans les rues de Dale, le nom de Bilbon Saquet est encore sur toutes les lèvres. Oui, je présume que la personne responsable du réveil d'un dragon et de 5 armées qui sont venues se tataner la tronche, ça a dû laisser une impression. Je suis... la mort. Donc Gollum, il a un nom, mais il n'a pas encore un lieu. Mais fort heureusement, les habitants ils se souviennent aussi d'où vient le Hobbit, à savoir la comté. Après, les Hobbits, c'est soit la comté, soit la rivière qui vient de quitter, donc c'était assez évident. Le souci, c'est que la comté, c'est littéralement à l'opposé de là où il se trouve, donc il repart dans l'autre sens, et comme à l'aller, il va mettre des années à rejoindre l'Anduin, avec cette petite particularité qu'il est maintenant bien plus au sud. Ouais, non, au bout d'un moment, c'est juste un boulet. En vrai, c'est surtout le pouvoir de Sauron qui l'attire inexorablement vers cette terre, parce que c'est beaucoup plus pratique comme ça. Et quand j'ai parlé d'années, il va mettre un peu moins de 40 ans pour arriver au Mordor. Et ce n'est encore que quelques années plus tard, alors qu'il faisait mumuse avec Shelob, qui ressemble à ça dans le bouquin, mais que je préfère vachement plus dans l'ombre de la guerre, qu'il va se faire capturer par le grand méchant Sauron. Alors, je veux bien, Sauron, l'anneau, on dit qu'ils sont patients, mais là, on est à la limite de l'incompétence. Ayant capturé la bête, le seigneur du Mordor va alors le torturer dans l'espoir de savoir où se trouve l'anneau. La question de savoir comment est-ce qu'il sait que Gollum a précisément ces informations pourrait être pertinente, mais je vais surtout faire remarquer que ça lui a pris 8 ans. Incompétence, je disais. Et le fait qu'il va encore attendre des années avant d'envoyer quelqu'un chercher l'anneau ne va pas aider à le crédibiliser. Donc, à la place, vu qu'il n'aura plus d'utilité à garder son otage, il va le tuer. Non, j'ai dit qu'il n'avait plus d'utilité à le garder, pas à le garder en vie. Donc, il va simplement le relâcher. J'espère que cette décision n'aura pas de fâcheuses circonstances dans un avenir plus ou moins proche. Parce que notre Hobbit, il va pas rester libre très longtemps. C'est un super pouvoir de leur race. Ils se font capturer à la moindre occasion. Il n'y a qu'avec un anneau qui rend invisible qu'ils ne se font pas avoir. Ici, en l'occurrence, il va se faire capturer par Aragorn. Oui, le Aragorn, fils d'Arathorn, héritier du Gondor. Après, c'est pas tout à fait un hasard, il a été envoyé par Gandalf pour capturer Gollum. Donc, mission accomplie. Non mais, en vrai, Gandalf, c'est le chef des services secrets. Le mec, il fait croire que sa plus grande passion, c'est de faire des feux d'artifice, alors qu'en vrai, il a une série d'espions et d'agents qui parcourent la Terre du Milieu pour déjouer des complots. Et quelque part, tu viens de me donner envie de voir ça. Donc, Aragorn, il va conduire Gollum chez les Elfes des Bois, au milieu de la forêt noire, celle qu'il a quittée 40 ans plus tôt, je suis sûr que ça va lui faire plaisir. Il rencontre donc Gandalf, qui, à son tour, va vouloir lui soustraire des informations. Ouais, ça fait 50 ans qu'il surveille Gollum, il devrait un petit peu savoir tout ce qu'il y a à savoir sur lui. Je veux dire, sinon pourquoi est-ce qu'il le surveillait à la base? Tout ce qu'on sait, c'est que cette capture et cet interrogatoire, ils vont très peu plaire à Sauron. Comme quoi, le laisser partir, c'était pas la meilleure des idées. Donc, il va envoyer ses orques pour attaquer les Elfes des Bois, et Gollum va en profiter pour s'enfuir, retraverser la forêt noire en moins d'une année, un record, traverser la rivière pour finir dans les mines de la Moria, où il restera enfermé devant la porte ouest, parce qu'il n'avait pas compris qu'il suffisait de la pousser pour l'ouvrir. Et Sauron, il va partir à la recherche de l'anneau à un moment donné? Oui, une fois que Gollum a disparu et que Gandalf a demandé à Frodon de conduire l'anneau hors de la comté. Incompétent. Alors, on va terminer cette vidéo en s'attardant sur l'anneau tant convoité par la créature, parce que les deux sont... Ah, parce que tu vas pas terminer l'histoire de Gollum. Mais c'est pas forcément important, en plus les gens ont vu le film. Ça va faire travail bâclé. Gollum va croiser la communauté de l'anneau et les suivre un petit temps, avant de se faire capturer. Encore par Frodon et Sam. Il va les conduire jusqu'au Mordor après un petit passage chez l'araignée qui est quand même vachement mieux dans le jeu. Le tout en récupérant l'anneau des doigts de Frodon. Et je précise de ses doigts parce qu'il va littéralement les lui bouffer. Et ce, 80 ans après être parti à la recherche du dit anneau. Donc ça se termine bien pour lui. Oui, si on oublie qu'après ça, il va faire une petite danse de la victoire et tomber dans le volcan avec l'anneau, provoquant sa destruction.
Voilà. Donc, l'anneau unique. Déjà, il faut savoir que s'il est unique, il n'est pas le seul, parce qu'il y en a au total 20. L'anneau unique détenu par les hobbits, oui, je sais, c'est celui de Sauron, mais statistiquement, il a été détenu par plus de hobbits que n'importe quelle autre race. 3 pour les elfes, 7 pour les nains et 9 pour les hommes. Je vais attirer votre attention sur un point qui me perturbe depuis que j'ai découvert cet univers. Il y a un anneau pour Sauron, 3 pour les elfes, 7 pour les nains, 9 pour les humains. Soit tous les chiffres impairs, à l'exception du 5. Et j'ai toujours trouvé très cocasse qu'il y avait justement 5 mages. Et pour créer ces anneaux, Sauron va faire appel aux meilleurs artisans de la Terre du Milieu, à savoir une bande d'elfes, parmi lesquels Celebrimbor. Alors Sauron, il va pas venir comme ça en grand méchant de l'histoire, il va venir sous les traits d'Anatar. Et les elfes, ils vont se faire avoir. Décidément, plus on avance dans cette vidéo, plus j'ai l'impression qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre niveau décision foireuse. Qu'est-ce que je disais? Donc les elfes vont forger, avec ses instructions, 16 anneaux, et Celebrimbor les 3 autres, parce que lui, il ne fait pas confiance à Anatar. Sauron faisant le 20e en secret, et lorsqu'il le passa à son doigt pour asseoir sa domination sur les autres anneaux, bah ça marcha pas sur ceux des elfes, parce qu'il les avait pas touchés. Alors, je vais pas rajouter un point à son incompétence, mais ça commence quand même à faire pas mal d'embûches dans son plan. Et comme toujours, ça le lui met un peu de travers, et donc il va tuer tous les elfes et capturer Celebrimbor pour lui demander où sont les anneaux. Ce qu'il ne lui dira jamais. Les anneaux vont être donnés d'un côté à Galadriel, qui va recevoir Nenya, soit l'anneau de l'eau, et de l'autre Gil-galad, au roi des Noldor, et d'un paquet d'autres titres parce que le gars cumulait les mandats. Non mais attends, ça fait que 2, oui je sais, mais c'est parce que le Gigil, il cumulait aussi les bijoux visiblement. C'est à sa mort que Vilya, anneau de l'air, ira à Elrond, et Narya, anneau de feu, ira dans les mains de Gandalf. Donc le grand magicien, il ne veut pas détenir l'anneau unique, mais par contre un anneau qui est possiblement sous l'influence de ce dernier, ça lui pose pas de problème. La particularité de ces anneaux, c'est qu'ils sont eux-mêmes invisibles, ce qui ne doit pas être très pratique quand on ne sait plus où on les a déposés. Ben oui, c'est un peu le principe en fait. Du côté des nains, 6 anneaux furent donnés par Anatar aux 6 clans, alors que le dernier fut donné par Celebrimbor en personne à Durin III, membre du 7e clan. Pourquoi c'est lui qui l'a donné? Je sais pas. Tu vas rentrer dans les détails des clans? Non, c'est pas vraiment nécessaire, d'autant plus que l'efficacité des anneaux est toute relative. Visiblement, ils offrent à la fois des richesses à son propriétaire, mais également une grande cupidité qui mène irrémédiablement leur peuple à leur perte. Appelle tout de suite la garde. Qu'y a-t-il? Un dragon. Mais la petite cerise sur le lait basse, c'est que Sauron n'a jamais réussi à corrompre les nains. Donc je vais poser la question, au bout d'un moment, est-ce qu'il est vraiment une menace? Au final, 4 anneaux seront consumés par des dragons et les 3 restants seront récupérés par Sauron avant de les reproposer aux nains, mais qui lui diront un sympathique mais néanmoins catégorique « Merci, mais non merci ». Restent donc les hommes et enfin, il va réussir à les corrompre en leur promettant richesse et pouvoir sans plus de détails sur ce que ça veut réellement dire. Et toujours sans plus de détails, on ne sait pas du tout qui ils sont pour la majeure partie d'entre eux. Ils vont juste tous être condamnés à devenir les Nazgûl. Un nom dont la première syllabe doit être une référence à leur maître. Parce que j'aime faire de l'humour. Ouais, les 2 seuls qui sont nommés, si je puis dire, c'est le roi sorcier d'Angmar, le chef des Nazgûl, celui qui ne pouvait pas être tué par un homme, donc par un nain, par un elfe, par un hobbit. Non, les hommes avec un petit H, pas la race. Enfin, dans les 2 cas, ça fait quand même un paquet de gens qui peuvent le tuer. Son second s'appelle quant à lui Khamûl et est un oriental noir, si on en croit son surnom. Voilà, donc ça met fin au débat, il y a bien un noir en Terre du Milieu. Mais vu sa tenue vestimentaire, je comprends que ça ait pu vous échapper. Ah, et si vous vous demandez, c'est lui là. Ce qui nous amène à l'anneau unique forgé par Sauron de son côté pour diriger les autres. Bon, comme on l'a vu, ça a déjà marché que pour la moitié d'entre eux, donc l'efficacité, elle est déjà pas terrible. Mais ce qui est dit aussi de l'anneau, c'est qu'il possède les pouvoirs des autres anneaux, mais de manière encore plus puissante. Alors, le côté invisible, je veux bien. Mais la richesse et le pouvoir, vraiment...
Ouais, définitivement un incompétent dans tous les domaines, ce Sauron. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très vite. C'était le Grim Squeaker pour vous servir. Ah, voilà. On les a tous eus? Je l'espère, mais qui sait? Il reste peut-être d'autres dangers.